Sainte-Tulle, village des Alpes de Haute-Provence, présente des infrastructures étonnantes et variées au regard de son nombre d'habitants. Elles lui ont d'ailleurs valu le prix du village moderne, et ce, dès 1931. Depuis presque 100 ans, ces infrastructures perdurent, s'adaptent, se modernisent et participent ainsi à la vie du village. C'est la volonté de grands hommes qui au fil des siècles ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour le développement de leur village qu'ont pu naître de tels édifices. Ainsi, le théâtre Henri Flucher, l'école Max Trouche, la chapelle Saint-Eucher et sa crypte, et l'école des métiers sont autant de bâtiments emblématiques, de vrais phares rayonnant sur tout le village et jalonnant son parcours. Partons à la rencontre de notre patrimoine et d'hommes, forgerons de l'histoire du village de Sainte-Tulle. Comment parler des bâtiments et infrastructures emblématiques de Sainte-Tulle sans parler d'un homme en particulier ? Max Trouche. Maire du village de 1925 à 1938, tout au long de ses mandats, il n'a eu de cesse de croire en la solidarité, au travail et à la culture de l'homme pour combattre le chômage et les guerres. Il n'a eu de cesse d'éveiller les consciences. Il décide de faire construire un théâtre qui ouvre ses portes en 1928 et sera un lieu unique dans les Basses-Alpes. C'est le premier bâtiment de Trouche, c'est celui par celui-ci qu'il a commencé, alors que normalement c'était les écoles qui devaient être en premier. Mais il a commencé par celui-ci parce qu'il voulait donner un sens beaucoup plus culturel au départ, sachant que l'école allait suivre derrière. Donc ce théâtre a été réalisé par un entrepreneur qui s'appelait Bavière, qui était de Sainte-Tulle. Il a réalisé ce théâtre en assez peu de temps. Il a été fait en 1927. Et il a été donné à un monsieur qui était Achille Bagary, chef de musique que Trouche avait fait venir à Sainte-Tulle. Il enseignait la musique, mais il a été aussi après gérant du théâtre, gérant de cet ensemble-là. Et il était obligé d'y dérouler plusieurs manifestations, notamment artistiques, théâtrales et cinématographiques. Moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà eu une modification, puisque quand je suis arrivée, c'était plus le théâtre à l'italienne, il n'y avait plus les loges. Le balcon, il arrivait à peu près là où, si vous êtes allé déjà dans le théâtre, quand vous êtes en haut, vous rentrez, le balcon, il était là, il s'arrêtait là, quoi. On a fait le gradinage. On a essayé d'améliorer au maximum, entre autres le chauffage, etc. La photo suivante représente une manifestation de Noël, c'était l'arbre de Noël des écoles. On se retrouve dans le théâtre municipal, au moment où le théâtre était encore à son ancienne configuration. On peut apercevoir dans le haut le balcon, on peut le situer sur le haut le balcon, et le bas était une vaste salle qui allait vraiment jusqu'au bout du théâtre. À droite, on voit la partie où il y a marqué bar. Effectivement, il y avait un bar. C'était à l'entracte qu'on se réfugiait dedans pour aller soit boire un petit sirop ou alors acheter quelques bonbons pour patienter et attendre le film qui était diffusé après que Jean Mineur soit marqué sur les écrans. En 2012, ce bâtiment se modernise une nouvelle fois, puisque le cinéma se dote d'un projecteur numérique. Cette installation permet dorénavant au cinéma-théâtre de pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies, requises par certains films, concerts ou spectacles d'un autre genre. Vous avez pu ainsi apprécier la 3D active au bout de vos lunettes futuristes, et découvrir la richesse de la polyvalence de cette installation. En 1922, fin de la construction des usines, la société ELM a gardé quelques éléments pour faire fonctionner son usine, mais une grande partie a été mise au chômage. Trouche, lui, avec l'argent qui est rentré de cette société, a voulu garder ces éléments et développer la commune. Mais seulement, il fallait lui donner une importance
conséquente. Alors, il était déjà prévu de créer un groupe scolaire plus important. Et lui, il a commencé plutôt par un théâtre, parce qu'il a dit théâtre et culture, si on regardait les gens, il y a deux choses prédominantes, c'est la culture et l'éducation. Donc il a fait les deux pratiquement en même temps. Pour la petite histoire, déjà l'idée de refaire un groupe scolaire qui se trouvait à rue de la Combe a été décidée en 1912 par l'ancien maire Paul Richaud. Il essayait à cette époque-là d'acheter les terrains qui appartenaient à un certain Posmur, qui habitait à la Bastide qui se trouvait à la sortie du village, puisqu'aujourd'hui elle a été complètement démolie. Et la guerre étant arrivant, la guerre de 14-18 est arrivée et le projet a été abandonné. Les discussions ont été reprises après-guerre, en 1919, mais c'est que Max Trouche qui a repris le projet final en 1925. Les travaux ont été terminés en 1930 et l'école a été remise aux instituteurs à la rentrée 1930. On trouvait une école qui était constituée en deux parties, une partie pour les garçons et une partie pour les filles. Et pour pas que ces jeunes cohabitent, il y avait un mur au milieu qui séparait les deux cours. Donc on avait le cours des garçons et le cours des filles. Là, on voit un plan qui est pris du côté est et la cour est vraiment à l'intérieur. Il y avait entre les deux, puisque les toilettes n'étaient pas aux intérieurs des établissements, les toilettes étaient au milieu de ce mur, avec des entrées du côté des garçons et du côté des filles, des toilettes qui étaient différentes pour les uns et pour les autres. Et au milieu de ce mur, il y avait aussi la cloche de rassemblement, que l'on retrouve aujourd'hui encore contre le mur. De part et d'autre de ce mur, il y avait aussi, dans la partie nord du bâtiment, il y avait la cantine scolaire, où on venait prendre nos repas pour midi. Et la cantine se trouvait au fond, carrément au fond de la cour. Les classes étaient composées, donc il y avait quatre classes de filles qui étaient côté ouest, et quatre classes de garçons qui étaient côté est. La partie au nord, donc, comme je le disais, était réservée pour les cantines, mais aussi pour la maternelle du côté filles, qui rassemblait garçons et filles. Mais de l'autre côté, il y avait un préau pour la pluie, en cas de pluie pour les récréations, mais aussi un atelier de menuiserie, parce que à l'époque, on ne s'arrêtait pas au CM2, on allait jusqu'en fin d'études, on allait jusqu'à 14 ans à l'école, et c'était un petit apprentissage qui était donné à ceux qui ne voulaient pas continuer les études ou aller directement dans la vie professionnelle. Alors on voit sur cette photo, là, je pense qu'elle est des années 1960, on voit des élèves qui rentrent à l'entrée, c'est la rentrée scolaire apparemment, et les élèves se présentent à l'entrée du bâtiment avant de rentrer dans la cour et avant d'être séparés entre garçons et filles. Sur la photo suivante, on est dans la cour des enfants. Monsieur Nicolas, on aperçoit Monsieur Nicolas qui fait ranger les élèves. On est toujours dans les années 60. Et au fond, quatre instituteurs qui sont Monsieur Dunant, Monsieur Ripper, Monsieur Thomas. Le quatrième, malheureusement, je ne sais pas qui c'est, mais on voit que des instituteurs et non pas des institutrices, parce qu'on se trouve dans la cour des garçons. Sur la photo suivante, alors là, on a changé de camp, on est dans la cour des filles. Et là, on aperçoit Madame Cal, qui est ici, qui s'occupait de la maternelle avec Madame Blanc comme assistante de maternelle, et Madame Nicolas, donc épouse de Monsieur Jean Nicolas, qui était directrice de l'école des filles. Aujourd'hui, la commune compte 4 écoles, accueillant presque 350 enfants. Le groupe scolaire Max Trouche reste emblématique car chaque élève scolarisé à Saint-Tulle y passe ses classes de CP et CE. L'école est aussi le lieu d'accueil du périscolaire ainsi que du centre de loisirs pendant les périodes de vacances. Les souvenirs de cette école s'écrivent à l'encre indélébile, peut-être même sur vos genoux couverts d'égratignures, à trop courir à chat perché dans cette immense cour de récré. Comment parler d'histoire du village, des bâtiments, sans se pencher sur la chapelle Saint-Euché, un des rares exemples de crypte rurale connue en Provence, et probablement
un des plus anciens édifices de la commune. Cette chapelle a pu, avec le concours de l'association TTA, être préservée, reconnue et classée, démontrant ainsi l'intérêt de la sauvegarde du patrimoine local et sa richesse. Tout d'abord, on a contacté un historien et une archéologue qui ont bien voulu, à travers notre association, travailler pour nous et démontrer par des recherches bibliographiques que cette chapelle avait un intérêt historique. Donc, suite à cet intérêt, on a sensibilisé les élus qui ont marché avec nous pour la sauvegarde de ce bâtiment et on a organisé plusieurs campagnes de fouilles, 4 ou 5 campagnes de fouilles, dont la dernière date de 2012. En 2012, nous avons mis en évidence une datation assez précise concernant l'origine de cette chapelle, qui serait autour du 5e siècle, puisqu'on a envoyé en analyse au carbone 14 des morceaux d'ossements qui datent exactement à l'an 430. Ce qu'on a découvert d'autre, on a découvert donc les différentes étapes de rénovation de cette chapelle, aussi bien des cryptes et de la chapelle, puisque au cours du temps, cette chapelle a subi des dommages, soit par des bandes de brigands, soit par des guerres de religion, soit par la révolution de 1789. Voilà comment on a trouvé donc cette chapelle. Finalement, c'est en 1862 que Eugène Robert prend conscience que cette chapelle qui appartenait à un privé a décidé de l'acheter. Malheureusement, la commune n'avait pas les fonds et c'est la fabrique de Sainte-Tulle, qui était en fait une association de l'Église, qui a pu acheter à travers un don de M. Ducrot, du docteur Ducrot, originaire de Sainte-Tulle, qui a pu acheter cette chapelle au privé. Avec l'argent de ce don, donc, ils ont pu aussi faire une rénovation importante. Depuis 1862, il n'y a eu plus que quelques petites, pas modifications, mais entretien de la chapelle, et notamment les enduits extérieurs. Aujourd'hui, cette chapelle est toujours en chantier, puisqu'on s'attache toujours à travailler au niveau historique, en attendant bien sûr de pouvoir la rendre publique, en l'inscrivant dans un sentier de visite dans la commune et même au-delà de ça dans le département. Éventuellement, y faire des concerts à l'intérieur, savoir si l'acoustique est bonne, et ça je pense qu'elle l'est, et faire n'importe quelle manifestation. Concernant les cryptes, c'est tout à fait autre chose que ce qu'on voit à l'extérieur. Les cryptes sont les éléments les plus anciens de cet endroit-là. On a la certitude aujourd'hui que tout a démarré par un bâtiment funéraire qu'on peut appeler mausolée, qui a été transformé en crypte pour y faire des processions à l'intérieur. Une crypte, on rentre d'un côté, on sort de l'autre, on se recueille auprès de reliques ou autre chose, et puis on ressort de l'autre côté. On fait des offrandes. Donc il y avait 3 salles, une salle centrale et 2 salles de chaque côté qui correspondaient aux parties extérieures, aux collatéraux des parties extérieures. Ces cryptes existent toujours, il n'y a qu'une seule entrée qui fait office de sortie également. Et c'est des endroits qui sont très propres, très nettoyés. Elles nous ont appris des choses puisqu'on a trouvé des sarcophages à l'intérieur. Plusieurs sarcophages avec des éléments qui nous donnent des datations différentes du 5e siècle, et puis, mais aussi du 11e, 12e siècle, puisqu'un pégot a été retrouvé au pied d'une sépulture dans la salle 1. Voilà. Ce que j'ai appris, c'est que le curé de l'époque, le curé de l'Orme, faisait des champignons de Paris dans la 3e salle. Ça, c'est une anecdote qu'on peut citer, pendant la guerre. Donc c'était un endroit où il y avait c'était un garde-manger, en fait. Et puis, mais non, en tant qu'enfant, on venait se recueillir pour la confirmation ici. Alors, la première fois, c'était lors de ma communion. Donc, on faisait les confirmations ici. Les confirmations étaient organisées en manifestation. On venait à pied du village, de l'église de Sainte-Tulle, et on se rendait en procession jusqu'à cette chapelle. Le curé de l'époque, c'était de l'Homme. Le curé de l'Homme, qui était un gars qui s'occupait de nous tous les jeudis, puisque jeudi on n'avait pas école, et il organisait des jeux à travers le patronage, ce qu'on appelait le patronage, c'était ce qui correspond aujourd'hui au centre de loisirs. Et donc on venait ici, toutes les années, on venait ici à cette confirmation. Puis dans les années 60, le curé de l'Orme est parti et la chapelle n'a plus été utilisée du tout. Elle a été mise un petit peu à l'oubli et ce n'est qu'en 2004-2005 que l'association TTA a fait de gros efforts pour qu'on puisse se rappeler à elle et la faire revivre.
Le patrimoine communal est à mon sens très important. Tout ce qu'ont fait nos anciens, moi je dis toujours, le passé est générateur du futur, donc il faut conserver ce que nos anciens ont fait, à savoir comment ils l'ont fait, comment ils ont vécu, pour qu'on puisse d'autre part avancer dans la vie et puis reconnaître un petit peu ce qu'on a fait derrière nous. Il ne faut pas se reporter que vers le futur, on ne peut pas faire que ça. Il faut voir le passé, il faut sauvegarder, je l'ai déjà dit, je le redis, il faut sauvegarder ce qu'ont fait nos anciens, de façon à ce qu'il y ait une pérennité dans l'histoire. Fouiller dans le passé, je pense que c'est pas négatif, et surtout le communiquer après aux autres, c'est ça qui est le plus important. Alors aujourd'hui, on a des moyens techniques, technologiques, si je peux dire, qui nous permettent de transmettre plus facilement. On a l'écriture qu'on peut sauvegarder, on a tout ce qui est informatique, et donc la transmission sera beaucoup plus facile. Forte d'un passé industriel, la ville de Sainte-Tulle a au cours de son histoire été très liée à celle de l'électricité. EELM, Énergie électrique du littoral méditerranéen, s'y implante dans les années 20, laissant place par la suite à l'électricité de France. Dès les années 40, et au cœur d'un contexte de guerre, des hommes persuadés de l'intérêt de la formation au travail pour les jeunes ont œuvré avec ténacité pour qu'un lieu d'apprentissage s'installe durablement. C'est l'histoire de l'école des métiers. Avant la guerre, toute la partie électrique de la région était gérée par ce qu'on appelait l'EELM. Déjà à l'époque, le syndicat désire avoir un centre d'apprentissage pour gérer justement à la fois les problèmes de production, de distribution, surtout de l'électricité. Et la guerre arrivant, il y avait déjà des projets avec la direction, et ça s'arrête, je veux dire. Mais des militants reforment une CGT interdite, dont Marius Bonnet, entre autres, et Gaston Vachier, qui à l'époque commence, et puis ensuite, lui, il va être déporté à Buchenwald. À ce moment-là, à Sainte-Tulle, il y avait pas mal d'offices d'agents qui traînaillaient, on ne savait pas quoi en faire. Des jeunes qui avaient 14 ou 15 ans, qui quittaient l'école à 14 ans, 15 ans. Alors là, c'est le secrétaire Lebre qui est intervenu en fonction de cet article 4, dire, mais enfin, il faudrait quand même faire quelque chose. C'est pas parce qu'il y a la guerre qu'il faut quand même laisser ces jeunes traînailler, là. Il va y avoir l'occupation, il y a les Allemands, il y a eu de tout ici. Des Italiens, des Allemands. Il faudrait pas les laisser traînailler, quand même, qu'ils s'empilent avec, de discuter avec des Allemands. Il y avait des Allemands qui étaient assez jeunes, quand même, parce que le souci que nous avions, c'est qu'ici, il y avait pas mal de résistants. En 1942, il y avait pas mal de résistants, et des résistants armés. Les enfants pouvaient ne pas le savoir, mais ils pouvaient le savoir. Pas de raison. Dans la maison, on peut entendre discuter, voir un fusil, tout ça. Si jamais ces gosses, ils traînaient comme ça, qu'ils ne savent pas quoi faire, qu'ils sont rapprochés par des Allemands, et qu'ils arrivent à parler, ça peut faire quelque chose de grave. Il décide d'aller demander à la direction de bien vouloir créer un système d'apprentissage. Et quel plus beau métier pour des électriciens que de demander qu'ils deviennent électriciens, Donc la direction accepte. Je vois toujours Marius me disant, le directeur, il m'a dit, tu les veux, tu les auras, alors tu poses ton sac à outils. Et dans l'usine, on va installer une classe et puis un atelier et tu vas enseigner. Et sans avoir jamais été ni prof ni quoi que ce soit, effectivement, c'est ce qu'il fait. Ce sera donc le premier enseignant de l'école des métiers. À la fin de la guerre, ce centre va devenir un centre d'apprentissage de l'éducation nationale. Et c'est là qu'intervient donc la nomination de M. Nicolas. Nous avons eu la chance d'avoir notre député maire Pierre Girardot et avec Gaston Vachier et Marius Bonnet, qui a été toujours la cheville ouvrière et le lien entre la mairie et l'école, ils ont réussi à obtenir l'installation de cette école en 1957. Je m'y suis beaucoup plu. Il y avait un climat tout à fait particulier.
Il y avait une forme de démocratie aussi qui était assez importante dans l'école. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à l'école. Effectivement, dans un premier temps, ils ont eu surtout du sport, quoi. Et puis ensuite, il y a eu des tas de loisirs qui se sont installés, avec dans la plupart des cas des profs qui le faisaient gratuitement, bien sûr. Et c'est aussi une vie sportive, culturelle, etc., parce qu'il y a des échanges entre l'école et le village qui sont très forts d'ailleurs, hein. Il y a aussi la rivalité des élèves avec les garçons de Sainte-Tulle, Corbière et Pierrevert. Alors ça, je peux vous dire que les filles préféraient les garçons de l'école des métiers. Ça, c'est tout à fait évident. Au début, j'ai pensé que c'était l'uniforme, parce qu'ils avaient effectivement leur espèce d'uniforme bleu, là. Mais non, je pense que... Il y a un peu de ça, je crois. Ils avaient l'aura du futur agent EDF, etc. Or ici, c'est quand même depuis longtemps une ville EDF. Donc ça a de l'importance, quoi. Et puis, ils viennent d'ailleurs. Le samedi 5 juillet 1997, la 66e promotion termine l'intégralité de sa formation. Elle est la dernière à quitter les bancs de l'école des métiers. Toutefois, sur le site, EDF et ERDF pérennisent des formations internes. D'autres partenaires s'y installent pour y développer leur activité. Moi, je suis jamais, je vais jamais en arrière, donc je me dis que si on peut faire quelque chose de bien encore dans ce lieu, ce serait dommage de ne pas l'utiliser parce que c'est un beau lieu. Qui a une âme, parce qu'il y a tellement eu de choses dedans qui se sont passées, que je trouve que c'est très bien. J'ai pas de mélancolie particulière. Je crois qu'il ne faut pas en avoir, hein. Les choses, elles sont faites pour évoluer, quoi. Le site actuel est vaste et reste partiellement occupé. En 2013, Sainte-Tulle rentre dans la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon. Désormais entouré de nouveaux partenaires, ils portent ensemble la création d'un éco-campus dédié aux énergies renouvelables. Il y a des personnes qui ont mal vécu la suppression des formations initiales des élèves, qui parlent encore de la fermeture de l'école. Et c'est compréhensible parce que pour certains, ça a été un traumatisme, ils se sont beaucoup investis. Donc je pense qu'il faut l'expliquer, il faut mettre le plus de transparence possible, il faut trouver des partenariats fiables. Et il faut aussi travailler avec les autres communes. Sainte-Tulle, c'est une ville qui est tournée d'abord sur l'industriel, sur les métiers de l'énergie. Je dirais qu'il y a un tournant à prendre qui est les énergies décarbonées, qu'il y a plein d'atouts. Je pense qu'il faut le faire vite, mais pas se précipiter. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place quelque chose qui, surtout, débouche sur de l'emploi. C'est désormais à Sainte-Tulle de continuer à écrire l'histoire de ces bâtiments, de les entretenir, de les faire revivre, de les aménager. Il est même venu l'heure d'en mettre certains en partage avec l'entrée dans la communauté d'agglo. Et qui sait, peut-être en construire de nouveaux qui marqueront à leur tour l'histoire de Sainte-Tulle.